Il est désormais impossible de faire quoi que ce soit sans passer par elle. Aucun aspect de nos vies ne leur échappe. Elle gère notre travail, nos achats, ce que nous mangeons, les programmes que nous regardons et même notre vie sociale. Ce sont les plateformes. En quelques années, elles ont imposé une véritable révolution de nos modes de vie, du mode de production au mode de distribution en passant par la consommation. Au fond, vous le savez, vous le constatez au quotidien. Pourtant, vous n'avez peut-être pas conscience d'à quel point. Alors aujourd'hui, nous allons voir en quoi les plateformes constituent le début d'un changement de paradigme radical, historique, et pourquoi c'est fondamentalement, structurellement, de la merde. De la quoi? Merde. De la merde, quoi. Ah ok. Bienvenue dans Corporate. Les plateformes, c'est pas juste des interfaces fort pratiques et des icônes colorées accessibles à chaque instant depuis votre poche. C'est un modèle économique qui s'est imposé comme un rouleau compresseur dans des domaines aussi variés que la distribution, le transport, l'alimentation, la location, la télévision, les interactions sociales et plus si affinité. Si toutes ces plateformes proposent leurs propres services avec leurs propres problématiques, elles n'en sont pas moins des variantes d'un même modèle qui est devenu hégémonique ou en passe de le devenir sur ces secteurs. Au point de passer dans le langage courant, comme autrefois le sopalin, le frigidaire, l'abribus ou même le double effet qui se coule. Ces entreprises, en état de quasi-monopole, ont donné le nom de leur marque à de nouvelles pratiques sociales. On va googler, chasamer, se prendre un Airbnb ou encore rentrer en Uber. Ou proposer de Netflix and chill pour inviter à un après-midi de relaxation devant des séries à la mode. Alors c'est pas exactement ce que tu crois. Comment ça ? Non, laisse tomber. En fait, c'est le rêve absolu, le endgame de tout marketeur que de devenir si intrinsèquement lié à un mode de vie qu'il n'y a pas d'autre mot que la marque elle-même pour la désigner. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Elon Musk a changé le nom de Twitter en X alors qu'il était installé avec tout son vocabulaire de tweeter, retweeter, etc. Eh bien parce qu'Elon Musk est complètement con. C'est sûr que XC, ça marche beaucoup moins bien. On parle également d'uberisation pour désigner un phénomène général de transformation du travail, signe d'à quel point nous ne sommes pas face à de simples pratiques de consommation un peu branchouilles, mais de véritables changements sociaux. Mais finalement, en quoi cette tendance serait-elle vraiment différente ? Après tout, ce sont de bonnes vieilles entreprises capitalistes qui font du bon vieux capitalisme, mais avec les outils numériques. Est-ce que ce serait pas finalement du capitalisme 2.0 ? Everything's computer. That's beautiful. Wow. Eh bien, si. Mais en fait, pas seulement. Et pour comprendre ce qui change fondamentalement avec ces plateformes et qui pourrait bien transformer en son cœur tout le système économique, il faut revenir Aux origines du capitalisme industriel. eh ben non, à la bataille de Marignan. 1515. Non, il faut revenir aux origines du capitalisme industriel. À la base, c'est quoi une entreprise de l'ère industrielle par rapport au mode de production précédent ? Alors, schématiquement, vous avez un type qui est propriétaire de fabriques, d'usines, de terres, de gisements, de ce que vous voulez, bref, des moyens de production. Il embauche d'autres types en échange d'un salaire pour transformer des ressources, des matières premières, qu'importe, en une marchandise qu'il va vendre pour dégager du pognon, du profit. Et paf, t'as fait des crusters. Mais pas que les crusters. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh ben fiston, la bouteille de lait, c'est pareil. Tout le capitalisme est replié dans la boutanche. Mais aussi la table, le téléphone, cette tasse, cette calculette, ce machin je sais pas à quoi ça sert, ou ma cravate. Puisque c'est désormais très largement notre mode de production. Alors voilà, c'est pas mal, il y a des gâteaux qui sont produits, et lui le gars il s'enrichit. Mais le petit défaut de ce système, alors, pas pour eux là, parce qu'on les emmerde, ni pour eux, parce qu'on en a rien à foutre, mais pour lui là, eh ben, c'est qu'il faut produire des gâteaux. Et ça c'est chiant. Parce que bon, c'est vrai, le Major Coaster, eh ben peut-être qu'il était fier de produire ces petits gâteaux au bon goût de notre enfance. Peut-être même qu'il regardait avec émotion ces belles usines rutilantes. Peut-être qu'il se sentait comme un père pour ces valeureux ouvriers, durs à la tâche. Peut-être. Sans doute. Pas sûr. One of the great points that Marx made in Capital is, and I think one of the things that stands up about the book, is that the motivations of the capitalists don't actually matter. There is a certain dynamic within the system as a whole, which means that you could be the nicest person in the world, you could have the best intentions possible, you could love your workers more than yourself. It doesn't matter if you're in a competitive marketplace that's structured in a certain way. There are constraints, and there's no reason to imagine those constraints will go away if everyone means well. Bon,
Quoi qu'il en soit, son but premier, sa place dans ce système, c'est d'en dégager un profit. Le jour où c'est plus le cas, il va aller faire autre chose. D'où la toujours plus grande place de formes actionnariales qu'on a déjà évoquées ici, où chacun bouge un peu ses billes partout en fonction des rendements les plus intéressants, et ce, quel que soit le produit. D'ailleurs, si vous écoutez nos nouveaux entrepreneurs 2.0, ils sont assez cash là-dessus. Ils sont pas là à dire « Oui, je veux contribuer à la société en développant le réseau ferroviaire ou en produisant des voitures que mes employés eux-mêmes pourront utiliser ou je sais pas quoi. » Ils disent « Je suis entrepreneur, j'entreprends. » Leur but, c'est faire du business, de la moula. On s'en bat les couilles en produisant quoi ou en produisant quoi que ce soit tout court. Pour toujours augmenter son profit, il y a plein de techniques. Mais il y a un truc qui reste indépassable, c'est qu'il faut produire des gâteaux. Et ça, c'est chiant. Les matières premières, l'entretien, les machines. On met un pognon dedans, on n'en sort pas. Puis alors, les salariés, tu peux rogner un maximum dessus, en baissant les salaires, en précarisant, en délocalisant, en esquivant les cotisations sociales. À la fin, faudra toujours donner un peu à ces types en échange de leur travail. Et tout ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. À moins que notre vieil empire de gâteaux, là, il faut le faire rentrer dans l'ère de la mondialisation et du numérique. Fini les vieilles recettes du Major Cruster, place à une nouvelle forme de PDG, élevé en éprouvette dans un garage de la Silicon Valley, qui va bien nous disrupter tout ça comme il faut avec son génie visionnaire. Si au lieu de produire des gâteaux apéro comme des gros ringards, on crée une appli sur laquelle les consommateurs gourmands peuvent commander en quelques clics des pâtisseries amoureusement préparées par des particuliers du monde entier, directement livrées sur le lieu de leur afterwork. Plus de fabrique, plus de matériel, plus d'employés. Attends, mais comment ça, plus d'employés? Parce que les gâteaux, ils vont pas se faire tout seuls. Effectivement, ils sont faits par des entrepreneurs, comme Bill Gates, Elon Musk ou Oussama Ammar, mais en vachement plus pauvres. Parce que les gens, ils en peuvent tellement plus de l'exploitation salariale qu'ils préfèrent encore se mettre à leur compte avec leurs horaires et sans manager tyrannique. Car qui dit plus d'employés, dit plus de patron. Ben d'accord, mais lui, là. Tu es ton propre patron. Mais oui, mais lui, c'est qui? Même plus besoin de payer des managers, plus personne pour fliquer les faits et gestes, pousser les cadences, contrôler la qualité et le rendement. Non mais lui, il me fait vraiment flipper là par contre. Oui, on a dit plus personne. Parce que c'est l'appli elle-même qui fait tout ça. Ça aussi, c'est tout automatisé. C'est ce qu'on appelle le management algorithmique. Tu vois comment c'est moderne? Ouais, super. Everything's computer. Donc pour le travailleur, Pour l'entrepreneur, c'est la liberté, l'autonomie. Le cours des matières premières, les factures d'électricité, leur loyer, les accidents domestiques et de la route, c'est leur problème. Les fluctuations de la demande, c'est leurs revenus qui prennent. La masse de main-d'œuvre qui s'adapte, pas de salaire garanti, pas d'engagement envers eux. Les clients sont pas contents, c'est eux qui prennent une sale note. Ils trouvent que c'est pas assez bien rémunéré, ils sont en concurrence les uns avec les autres au sein de notre application et plus d'entreprise à entreprise. Pas de congés payés, d'arrêt maladie, une armada d'indépendants qui se démerdent avec leur outil de travail, leur pâte à gâteau, leur petit four et leur petit vélo. Et nous, on se contente de les mettre en relation avec des consommateurs. Pour ces derniers, c'est la liberté de choix. Mais que dis-je? L'embarras du choix. C'est comme ils veulent, quand ils veulent, sur une plateforme centralisée. Tellement facile, tellement pratique. Même plus besoin de dépenser des sommes astronomiques en lobbying auprès des politiques pour baisser les cotisations, les impôts sur les entreprises et les salaires. S'il n'y a plus de salariés. Et surtout, plus besoin de se charger de la production. Ça varie bien sûr selon le modèle. Certaines plateformes fournissent plus ou moins d'infrastructures. Amazon, par exemple, pionnière du genre, conserve le service de distribution qui nécessite ces énormes entrepôts et une main-d'œuvre conséquente. Netflix, dans une certaine mesure, produit certains de ses contenus et investit dans des studios, bien que les contenus originaux servent avant tout de produits d'appel pour le catalogue global. Qu'il recourt à des sociétés de production et que les contrats d'exclusivité sont rares. Si Squid Game n'avait pas marché, les équipes, ils les auraient simplement pas rappelées. Mais fondamentalement, notre modèle permet de déléguer au maximum la charge de la production. Et ça, c'est hyper rentable. Alors, pas vraiment. Enfin, pas tout de suite. Mais c'est pas grave. On a des investissements massifs et tout un empire commercial derrière nous, donc on peut imposer le modèle à perte. Mais t'avais dit qu'on ferait des profits. C'est là tout le secret.
L'important, c'est d'abord d'attirer les usagers. C'est pas cher, c'est pratique, on leur offre des avantages imbattables. Le client ici, il est roi comme Jaja. Ça va changer leur vie à tel point qu'ils pourront plus s'en passer et leur premier réflexe, ça doit devenir de passer par notre plateforme. Il faut qu'à l'heure de l'apéro, ils disent plus « apéro », ils disent « ça serait pas l'heure de crouster ?» On se ferait pas un petit croustix ? Tu me mets terriblement mal à l'aise. Casse la crouste. Bon, maintenant que les consommateurs sont là, les producteurs, ils vont devoir venir à leur tour d'avoir plein d'incitations, d'opportunités, c'est hyper pratique, ils seront comme des coqs en pâte. Bref, l'Eldorado. Surtout, c'est là que sont massivement les clients, c'est the place to be. À tel point que ça devient très difficile pour les usagers de passer par autre chose, et risqué pour les producteurs de se passer de ce marché. Toutes les pâtisseries, toutes les épiceries de nuit, toutes les boutiques, tous les stands de cornes de gazelle du Ramadan n'auront pas le choix que d'y être présents pour vendre des gâteaux ou de foutre la clé sous la porte face à cette concurrence massive. Et voilà, notre modèle est devenu le modèle. Clients comme producteurs se sont tous réunis dans la joie et l'allégresse au paradis numérique du gâteau sous notre regard bienveillant. Il est désormais temps de passer à l'ultime étape, la forme finale de notre projet. Notre modèle va pouvoir devenir de la merde. Non mais alors, je veux bien qu'on vulgarise, mais on n'aurait pas un terme un peu plus technique ? En fait, c'est un peu le terme technique. En tout cas, c'est comme ça que le nomme le journaliste spécialiste en économie numérique Cory Doctorow, et le concept a pas mal pris depuis. Le phénomène d'enshitification, parfois traduit merdification en français. Et c'est le destin de notre plateforme Crustix, comme tant d'autres modèles du genre avant elle, une fois qu'elle se sera imposée. Elle va devenir Merdique. Ah bah mince, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Rien, en fait, on a tout bien appliqué ce nouveau modèle. Mais justement, selon cette hypothèse, l'enshitification est consubstantielle à ce modèle. C'est dans son ADN un petit chromosome de caca. Repassons-nous le film. On a attiré massivement les utilisateurs en leur offrant à perte des services allant dans leur intérêt immédiat. On a servi ça aux producteurs, aux vendeurs, aux entreprises, sur un plateau d'argent avec une petite coupette de champ et des milliardises. Toujours aux frais de la maison. Et paf ! Maintenant qu'ils sont tous captifs, il est temps de revenir à nos intérêts à nous, c'est-à-dire ceux de nos actionnaires. Et là, tout ce que va faire la plateforme doit aller dans le sens de générer enfin du profit, et toujours plus de profit. Ça tombe bien puisqu'on n'a plus besoin de leur faire de cadeaux, ni même de fournir un service de qualité, ou pratique, ou agréable. On a imposé une situation de quasi-monopole, un vrai mode de consommation dont ils vont désormais avoir bien du mal à se passer. Côté consommateur, vous avez peut-être vu ça illustré avec Netflix pour l'industrie audiovisuelle. L'augmentation progressive de l'abonnement à l'origine si attractif, l'instauration de modalités type abonnement pas cher, mais t'as des putains de pubs, la suppression de fonctionnalités si appréciées comme le partage de comptes, sans parler des différentes dégradations d'interfaces, de catalogues, de contenu, etc. Côté travailleur, l'exemple type, c'est bien sûr Uber, qui avait attiré une main-d'œuvre massive avant de toujours plus augmenter ses commissions, tout en les maintenant en concurrence, en mettant en place des majorations qui poussent à l'épuisement, en contrôlant toujours plus leurs activités soi-disant indépendantes, dans ce qui se révèle toujours plus comme du salariat déguisé. Une plateforme, elle fonctionne pas toute seule. Mais pourquoi la plateforme est une organisation du travail ? Parce que c'est elle qui, en fait, organise le travail du livreur. C'est elle qui va distribuer les commandes selon des modalités que personne à l'extérieur de la plateforme ne comprend. C'est des modalités, c'est des algorithmes que personne ne connaît. Et même, on me dirait, c'est des petits lutins qui, finalement, font des trucs au hasard en appuyant sur des touches. Ok, d'accord, de toute façon, on sait pas. Tout le monde déteste être là, mais le coût de sortie est désormais beaucoup trop élevé. Et comme individuellement c'est dur de se barrer, collectivement ça bouge pas, en une sorte de cercle vicieux pour tout le monde. Sauf, bien entendu, pour les plateformes. En tout cas, jusqu'à ce que le service atteigne un tel niveau de merdification qu'il va doucement pourrir sur place. Cela dit, Musk y est presque parvenu tout seul avec Twitter. Dorénavant, si tu veux aller te faire couper les cheveux, tu vas aller sur le premier site qui apparaît. Tout est centralisé là, t'as tous les coiffeurs, ils sont notés, tu prends rendez-vous direct dessus et c'est plié. Du coup, le coiffeur, s'il veut qu'on tombe sur son salon, faut bien qu'il s'inscrive dessus. D'autant qu'au début, c'est assez tentant. Il a sa page en 2 coups de cuillère à peau, ça prend les rendez-vous, pratique, il paye juste un petit truc. Petit truc qui va augmenter, et augmenter, et augmenter. Et on va te faire payer plein de petites options. Et puis, s'il veut être mis en avant,
eh ben faut qu'ils payent encore. Mais les autres aussi. Alors, si tu veux pas être au fond de la liste, tu payes plus que les autres, et ainsi de suite. Le problème, c'est que si tu veux t'extraire du cercle vicieux de l'enshittification, il faut accepter de se couper entièrement de cette clientèle, faire ton propre site, gérer tes propres rendez-vous, etc. C'est le coup de sortie. Et ça a été très très bien documenté par mon coiffeur. Oui, je suis désolé, il est tout à fait expert du sujet. Non mais, et vous vous rappelez les pages Facebook où tout le monde pouvait suivre chaque petit groupe de zik, chaque dessinateur, faire sa promo et tout ça? Bon vous avez vu maintenant, ça sert plus à rien. C'est l'algorithme qui décide de ton fil. C'est pollué par des posts attrape-clic, faut payer pour être mis en avant, faire des publications sponsorisées. C'est de la merde. C'est l'enshittification. Le pire, c'est qu'au fond, on en a tous un peu conscience, que c'est quelque chose qu'on désire un peu, un confort, une facilité, et qu'en même temps, c'est à chier, quoi. Prenez la plateforme Wish. Ça s'appelle comme ça parce que Wish, c'est souhaiter, c'est un vœu. C'est la promesse de pouvoir acheter tout ce que tu veux. Vraiment tout et n'importe quoi, en quelques clics et pour pas cher. La caverne d'Alibaba. Alibaba qui a d'ailleurs donné le nom à sa concurrente AliExpress. Sauf que tout le monde a parfaitement conscience que c'est de la merde. Tellement que Wish, c'est devenu une expression pour dire la version pourrave à la limite de la contrefaçon, comme avant on disait Made in Taiwan. En fait, ça joue sur un vieux fantasme d'abondance, permis par les nouvelles technologies, l'industrialisation et la mondialisation. C'est l'imaginaire des réplicateurs de Star Trek ou des faiseurs de Transmétropolitane, d'une société du futur où on a tout à profusion, simplement, depuis chez soi. Sauf que c'est des réplicateurs qui peuvent produire que de la merde. Et tout le monde le sait. Parce que le plus grave, c'est pas tant que ces nouveaux modèles soient eux-mêmes condamnés à devenir un peu pourris. Le problème, c'est les conséquences globales. C'est qu'ils merdifient le monde, tout le système de production, avec notre complicité. Bien sûr, individuellement, t'es bien content de prendre un B&B pour un petit week-end. Mais on est tout de suite vachement moins content que les loyers de nos villes explosent et que la moitié du parc immobilier serve à accueillir des touristes. La conséquence, c'est aussi un désastre écologique, la dégradation des conditions de travail par la mise en concurrence, y compris avec la main-d'œuvre des pays du Sud global, et leur exploitation jusqu'à l'os dans un immense nivellement par le bas, une déconnexion encore plus grande entre le consommateur et la production, comme on l'avait déjà abordé dans notre premier épisode, la destruction de services comme les entreprises plus locales, de plus petite taille ou de services publics. Et c'est là où politiquement on s'est vraiment fait avoir, parce que en soi, un grand service de distribution de colis centralisé, organisé, évidemment que ça peut être désirable. Ouais, en fait ça s'appelait les PTT. Un cadeau de la Poste. Cadeau des télécoms? Mais au lieu que ce soit un service public non lucratif, un commun, on a laissé un Lex Luthor Wish déjà pété de thunes privatiser tout ça pour s'enrichir encore plus en broyant des gens dans les entrepôts et une flotte de livreurs précaires. Plutôt que des facteurs avec des contrats solides et des droits. Mais non, pendant ce temps, la Poste, il la découpe en petits bouts de Chronopost, de Relais Colis, de Mondial Relais ou je sais pas quoi, en appliquant dans ce qui reste de public les méthodes du privé. Parce que pensez-y, le covoiturage, pareil, c'est plus écologique, c'est plus sécure, c'est de la mutualisation. Sauf que maintenant, c'est monopolisé par des intérêts marchands. Blablacar est régulièrement critiqué par les utilisateurs pour sa politique de commission. On l'a vu, elle manque déjà cruellement de transparence. Mais le problème de fond n'est pas là. À la création du service, celui-ci était entièrement gratuit. Et les gens ont connu à l'époque le fameux covoiturage.fr où ils pouvaient gratuitement entrer en contact et réserver des trajets. Donc forcément, le jour où c'est devenu payant, ça a gueulé. Mais plus encore, quand chaque année l'entreprise Blablacar augmente continuellement ses tarifs, les critiques ne se font pas attendre et c'est normal. Par exemple, en 2014, les frais étaient aux alentours de 10% par trajet, puis en 2015 autour de 15%, et de nos jours, l'entreprise ne communique même plus là-dessus, et ça pourrait monter jusqu'à 30%. Ça commence à faire beaucoup. Abracadabra, merdifié! Évidemment, parce qu'on a cru que des investisseurs privés faisaient ça pour contribuer à la société. Et même pour les travailleurs, c'est séduisant la promesse de fuir le salariat classique, même si en général, ces entrepreneurs n'ont quand même pas beaucoup d'autres choix et que personne n'a envie de vivre de plus en plus dans une société ubérisée, toujours plus précaire, où ils galèrent à réclamer des droits face aux plateformes. Et ils sont d'ailleurs en train de s'organiser dans ces secteurs. Après, peut-être qu'il faut juste s'adapter. C'est dépassé, là, les trucs à l'ancienne, où t'as ton CDI dans une boîte, 35 heures par semaine, métro, boulot, dodo. Faut être dans l'air du temps. Faut être flex. C'est le futur. J'ai passé l'âge de ces conneries. Mais tiens, j'ai une autre idée. Un game changer, vous allez voir. On va disrupter le textile. Personne l'a encore fait. Faut être sur la brèche. Même principe. Au lieu d'avoir des usines de fringues, là, on va faire un grand marché 2.0 où il y a plein d'entrepreneurs individuels qui ont leur propre machine à coudre chez eux en télétravail.
Et nous, on fait l'interface entre eux et les clients. Alors pardon, j'ai le 19e siècle au téléphone là, c'était pour nous dire que ça avait déjà été fait. Ça s'appelait les canuts. Les canuts, au fond, c'était des gens d'auto-entrepreneurs de la Croix-Rousse. Et la Croix-Rousse, c'est ce quartier de Lyon qu'on voit derrière la Lofi Girl. C'était une des plus grandes concentrations de population au monde. Tous les apparts y ont des plafonds hauts parce qu'il y avait les métiers à tisser dedans et il y a tout un labyrinthe de chemins, les fameuses traboules, qui servaient à transporter les tissus dans cette énorme fourmilière. Et ces gens se sont battus contre cette exploitation, en se prenant des coups de canon et de baïonnettes pour avoir des contrats, des bourses pour fixer les prix, des mutuelles, etc. Le jour où ils se sont rendus compte qu'ils vivaient tous dans les mêmes conditions et se faisaient arnaquer de la même manière par les mêmes marchands. Dans l'imaginaire collectif, on a un peu l'impression que le prolétariat à l'ancienne façon germinale, c'était des paquets de milliers de gens tous syndiqués qui faisaient les 3-8 à Renault-Billancourt et que ça, c'est fini, c'est vintage. Mais non, le prolétariat à la base, c'était des gars qui étaient payés à la tâche, se bousculaient tôt le matin en espérant que le recruteur les embauche pour la journée et rebelote le lendemain. S'il n'y avait pas assez de taf à ce moment-là, tant pis pour eux. Et s'ils étaient malades ou trop vieux ou qu'ils avaient trop ouvert leur gueule, il suffisait de plus jamais les prendre. Tenez, faire grève, ça vient de la place de grève à Paris, où les gens allaient tous chercher du taf. On n'est pas aux pièces, ça vient du fait d'être moins sous pression, parce qu'on a gagné le droit d'être payé à l'heure et pas à la pièce, donc à la tâche. Bref, ils avaient 1000 fois plus en commun avec les travailleurs des plateformes de maintenant. Ces nouveaux modèles de plateforme constituent effectivement des révolutions du mode de production, mais au sens où c'est un retour au point de départ, une régression totale, mais 2.0, permise par les nouvelles technologies. Parce qu'innovation n'a jamais été automatiquement synonyme de progrès. Dans les années 80-90, le mot progrès a été de plus en plus identifié à ce qu'on appelait l'innovation, qui est devenu le nouveau terme magique de la fin du XXe siècle. Et l'innovation, c'est le progrès de l'âge néolibéral et de l'âge high-tech de la fin du XXe siècle, qui s'est incarné évidemment dans le numérique et toutes ces réalisations. L'économiste et ancien ministre grec Yanis Varoufakis, lui, il parle carrément de techno-féodalisme, au sens où l'exploitation du travail ne viendrait plus vraiment de la propriété des moyens de production, mais d'espèces de domaines féodaux où tout le monde a sa petite parcelle, que seraient les plateformes, où le capital ne viendrait plus d'un profit, mais d'une rente locative. Ce piège, évidemment qu'on tombe dedans. Alors c'est collectivement, en tant que société, qu'on doit commencer à le penser. Bien sûr qu'on rêve d'une société d'abondance à la Star Trek, mais pas en le voyant premier degré, comme un machin où on appuie sur un bouton et on reçoit une merdouille qui marche pas et dont on n'a pas vraiment besoin. Parce que dans la vraie vie, la merdouille, elle sera forcément le produit de l'exploitation de quelqu'un et que les ressources, elles sont pas illimitées. En revanche, cette société d'abondance, de science-fiction, elle se comprend beaucoup mieux dans un monde où les richesses sont réparties en commun et plus accaparées par quelques-uns, où on aura dépassé les inégalités et les dominations, où tout le monde aura accès aux besoins matériels nécessaires à sa survie et pourra contribuer à la société au mieux de ses capacités. Mais là, je suis vraiment pas sûr que ce soit la direction qu'on est en train de prendre. A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode sur la dystopie nulle dans laquelle on vit, sur une plateforme en voie de merdification de laquelle nous sommes tous captifs. Et comme chez Blast, on ne dispose pas de réplicateurs pour générer des ressources infinies, on a besoin de vous pour soutenir la chaîne grâce au lien en description. Tu vois comment c'est moderne ? Tu me fais peur. Que mes employés eux-mêmes pourront utiliser. Non, c'est ma faute, je suis désolé. Mais vraiment, t'es vraiment parti en François Cluzet à un moment. Tout bien. Ok.